J'ai eu une prise de recul d'un seul coup existentielle où je me suis dit que non, je me vois pas faire ça toute ma vie. J'adore ça, mais il y a autre chose qui veut s'exprimer. Enfin, c'était pas aussi clair que ça dans ma tête, mais il y a un truc qui m'a poussée à sécher les cours de l'après-midi, à partir sans que je comprenne vraiment quoi. Et je sais pas, je me suis dit, c'est vraiment un peu tombé du ciel. Je me suis dit, je veux me remettre à la guitare. Salut les guitaristes, c'est Benjamin, j'espère que tout le monde va bien pour cette nouvelle édition du Dessous les cordes. Et cette fois-ci, je suis très heureux de recevoir à la guitare Aria Edith Pajot. Salut Edith. Salut Benjamin, merci beaucoup. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Ça va très bien. Et toi? Ça va très bien, surtout quand je fais des interviews comme ça avec toi à la guitare Aria. Alors on se connaît, on s'est été croisés il y a un petit moment quand même, je me rappelle, tu étais étudiante, alors c'était pour ton retour dans la vie de la guitare, parce qu'on va en parler, au conservatoire du 13e arrondissement avec Athanase Kouzunov, avec des rodages d'étudiants quand tu étais étudiante à l'époque. Ensuite, on s'était croisés, je crois, au Paris Guitar Festival quand tu as remporté le concours hollandien Révélation Guitare Classique en 2023. On faisait le concert avec le Quatuor Eclipse. Et on s'est revus il n'y a pas très longtemps pour ce même concours où tu étais dans le jury. Donc je suis très heureux de te recevoir. Bah pareil, merci beaucoup. Et d'autant plus que tu as un parcours quand même très atypique. Parce qu'il y a beaucoup de guitaristes que je reçois ici qui ont fait le parcours, j'ai envie de dire, art classique, ça fait un peu arrogant de dire ça, mais qui ont fait le CNSM. Parce que c'est vrai que dans peut-être 80% des guitaristes ou 70% des guitaristes en France qui ont une carrière comme toi et qui tournent ont fait le CNSM. Mais on n'est pas obligé d'avoir fait le CNSM pour réussir, pour avoir des choses intéressantes à dire et puis pour avoir quelque chose à dire sur l'instrument, etc. Donc je suis très heureux de parler de ça avec toi parce que euh, jeune, tu étais très forte quand même, enfin très forte, très avancée rapidement, tu as eu ton DEM très tôt. Ensuite, tu vas nous expliquer ce qui s'est passé, on t'a plus vu pendant plusieurs années, puis tu es revenu, tu as gagné les concours et maintenant tu fais les concerts. Donc merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Et alors, est-ce que tu pourrais alors moi je t'ai un peu présenté comme ça, mais est-ce que toi tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Alors, c'est pas un exercice facile. Je m'appelle Edith Pajot. Je suis guitariste classique, arrangeuse, même si je me suis jamais vraiment définie comme ça. Et voilà, on va continuer de se présenter pendant l'interview parce que je suis pas très forte à ça. C'est vrai que enfin, sans te connaître très bien, tu as quand même un tempérament plutôt discrète, j'ai l'impression. Quand on a fait le jury du concours hollandien au Paris Guitar Festival de Montrouge, les gens qui prenaient des selfies avec toi et tout, tu étais presque gêné en fait que... Ah mais c'est que le début, je te le souhaite en tout cas. Et toi en fait, comment dire, à ton actif, tu as beaucoup de concerts, tu fais des concerts aux États-Unis, tu as gagné des concours, alors attends, que je ne me trompe pas, mais alors déjà, tu fais des concerts en Australie, en Angleterre, aux USA, en Espagne, en France, etc. Tu as joué au Festival Radio France, qui a même il y a quelques années, qui est un des plus gros festivals en France, et tu as gagné des concours de guitare, Drôme de guitare en 2023, concours hollandien en 2023 aussi, concours Florence Alvaro Compagnie en 2023 aussi, et de Rust en Autriche en 2024. Toi, déjà, comment dire, qu'est-ce qui s'est passé avant cet arrêt? J'allais être brutal, je sais pas, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ta découverte avec l'instrument et la guitare, toi, quand tu étais jeune? Quand j'étais enfant. Ouais.
Alors, pour être tout à fait honnête, je ne m'en rappelle pas, mais je peux me baser sur ce que m'a dit ma famille. Voilà, j'ai commencé la guitare à 7 ans, comme le font la plupart de mes élèves, par exemple. Enfin, c'est un âge assez classique, je pense. Donc, apparemment, si j'en crois ma famille, il y avait une guitare à la maison que personne ne jouait, parce que personne n'est musicien dans ma famille. Et j'étais très intriguée par l'instrument. Voilà, j'avais envie d'essayer. C'est peut-être faux, je ne sais pas, mais c'est apparemment comme ça que ça s'est passé. On a essayé d'avoir une place en conservatoire dans la ville où je vivais, mais c'était complet, bien sûr, hein, classe de guitare. Donc on a essayé de m'orienter vers le violoncelle. Moi, ça m'allait totalement, mais mes parents n'étaient pas d'accord. Ils voulaient, ce sera la guitare et pas autre C'est tes chose. parents qui voulaient la guitare. Oui, ils voulaient suivre mes envies, en fait. Ok. Mais bon, moi, voilà, j'étais une enfant et un jour, on m'a donné un violoncelle à tester pour me pousser à aller dans la classe de violoncelle. J'étais très contente avec ça aussi. Donc, voilà. Mais une fois que mes parents m'avaient entendu dire que j'avais envie de faire de la guitare, ils ont voulu suivre ça jusqu'au bout. Et donc, comme on n'a pas pu obtenir de place dans l'école de musique municipale, j'ai commencé à prendre des cours particuliers Ok. avec une étudiante à l'époque voilà, qui donnait des cours ouais. Et t'as commencé un petit peu le violoncelle ou pas du tout finalement? Pas du tout, Pas du tout. pas du tout. On a essayé de me pousser parce que les classes étaient moins remplies. Ok, mais non, ça n'a pas fonctionné, quoi. Non, non, Pour tes non. parents. Mais ça m'aurait beaucoup plu aussi, je pense. Mais t'avais des frères et sœurs qui faisaient de l'instrument ou t'étais la seule Non, ou- pas du tout. Pas de musicien dans le cercle familial, quoi. D'accord. Et t'as quand même réussi à avoir ta place au conservatoire finalement ou pas, non? Plus tard. Plus tard, je Vraiment crois plus tard. que j'ai dû prendre deux années de cours avec Hélène Ibarra, ma prof, un cours à la maison, cours particulier. Et j'ai fini par avoir une place en conservatoire, voilà, pour ma 3e année à peu près. Et, et que comment dire, est-ce que quand tu es arrivé au conservatoire, etc., déjà tu étais un peu mordu de guitare ou tu étais juste, enfin, par rapport aux autres, comment tu te situais? J'étais à fond. Ouais, j'étais vraiment à fond. Enfin, ouais, ça a été un coup de foudre, la guitare, tout de suite. Je me rappelle, j'avais ma méthode de Francis Klingence que j'utilise avec mes élèves aujourd'hui d'ailleurs. Et ouais, j'étais vraiment passionnée. Je sais que je m'avançais à la maison dans les morceaux. Je l'avais terminé comme ça parce que j'étais trop curieuse de découvrir chaque nouvelle pièce. Et je pense que le gros déclic, ça a été quand j'ai eu accès à YouTube, que mes parents m'ont laissé aller sur Internet, que j'ai découvert Anna Vidovic, tout ça. Voilà, et enfin vraiment, j'y passais des heures et j'étais vraiment à fond, quoi. Quand j'étais petite, ça a été, ouais, gros coup de foudre, la guitare. Très bien. Et qu'est-ce que je veux dire? Ce qu'on a dit, tu étais plutôt discrète, mais t'es plutôt discrète dans la vie, j'ai l'impression, mais sur scène, quand même, on peut dire, tu as un jeu solide. Je veux dire, t'as un jeu qui prend de la place dans le bon sens du terme. Et tu trouves que tu es la même personne sur scène que dans la vie enfin, tu vois ce que je veux dire? Je me suis jamais posé la question. C'est une partie de moi tout aussi voilà, valable que ce que je suis dans la vie. J'imagine que ouais, Non, j'y mais sans avais être valable pas... ou pas valable, Non, mais non, mais c'est une bonne question. parce qu'il y a des gens, par exemple, tu sais, qui sont plutôt introvertis et sur scène qui sont aussi introvertis. Ouais, Et puis t'en ouais. as et puis t'en as, par exemple, je pense à Emmanuel Rosfelder, qui lui dans la vie est comme sur scène, Il y a une c'est-à-dire cohérence. qu'il y a une cohérence, etc. Je dis pas qu'il n'y a pas de cohérence, mais c'est vrai que c'est peut-être deux éclairages un tout petit peu différents, mais je sais pas. Non. Non, mais c'est vrai, je me suis jamais posé cette question. Ouais, c'est une autre partie de moi qui s'exprime, j'imagine. Ouais. Et où est-ce que tu te sens, comment dire, toi finalement t'es plus à l'aise chez toi à travailler ton instrument, à faire tes arrangements, etc. ou sur scène? Les deux. Les deux, la scène, c'est la continuité du travail que je fais chez moi quand je suis dans ma bulle, et c'est cette même bulle que j'emmène avec moi sur scène. Donc honnêtement, les deux, je me sens à la maison sur les deux, quoi. Et on va quand même signaler à tout le monde, pour ceux qui ne connaissent pas ce lieu, que nous sommes à la Guitararia, la boutique à Paris où vous pouvez essayer plein de guitares, plein de partitions, prendre un café, essayer des choses pour comment dire, des ergoplay, des repose-pieds, tout ça pour bien savoir, enfin tout ce qu'il y a sur la guitare classique, vous pouvez venir à la Guitararia et on les remercie évidemment
de nous accueillir pour les interviews. Ouais, merci beaucoup. C'est boutique mythique à Paris, évidemment. Et toi, quand tu étais la seule de ta famille à faire de la guitare ou vraiment la seule, quoi? Vraiment la seule. Alors, ma mère a dû faire 2 ou 3 ans de guitare quand elle était jeune, mais elle n'a pas accroché. Quand même un peu. Ouais, donc elle n'a pas accroché. elle n'a pas accroché. Donc, moi, je ne l'ai jamais entendu jouer à la maison. C'est pour ça qu'on avait cette guitare, parce qu'elle l'a toujours gardée, mais par contre. Donc voilà, déjà elle connaissait l'existence de la guitare classique, ce qui n'est pas le cas de la majorité des familles. Mais par contre, voilà, c'est pas quelque chose qu'elle a, elle a persévéré. Alors j'ai une question parce que tu as eu ton DEM à 14 ans. Alors pour ceux qui ne se rendent pas compte quand même, le DEM, généralement, on va dire qu'en moyenne, c'est plutôt quelqu'un qui commence la guitare à 7 ans dans un conservatoire et qui a son DEM, c'est plutôt vers 18 ans, on va dire, 20 ans. Toi à 14 ans, donc c'est quand même assez rapide. Mais déjà, est-ce que, comment dire, tu es dans une famille où ça bosse beaucoup? Tu vois, est-ce qu'il y a un peu une culture de quand on fait quelque chose, on le fait à fond, ou est-ce que c'est juste qu'on t'a laissé faire et puis ça a poussé tout seul? On m'a carrément laissé faire. J'ai pas du tout une famille qui m'a poussée. Ils m'ont soutenue par contre. Voilà, ils m'emmenaient à la guitare Aria, ils m'offraient des albums. Okay. Donc j'étais soutenue, mais j'ai jamais été poussée. Et ça, je pense que c'est très bien. Enfin, ça a été important pour moi, même pour la suite. Quand j'ai un petit peu lâché un instrument, personne m'a poussée derrière. Donc non, quand je m'y suis mise, ça venait de moi, vraiment. Et mon gros moteur à cette époque, c'était pas tant la capacité de travail, mais j'étais vraiment passionnée, quoi. Voilà, ça me faisait rêver. Enfin, ouais. Et ça te fait toujours rêver, j'imagine. Oui. Et alors j'avais entendu, j'ai mes oreilles qui traînaient à un moment donné dans des discussions quand tu parlais avec d'autres personnes, et tu as d'autres passions dans la vie que la guitare? Oui, carrément. Ouais. Et c'est quoi tes autres passions alors? Mes autres passions. Alors j'en ai 2 principales, même si beaucoup de choses m'intéressent, mais déjà j'adore la philosophie. J'y ai même consacré quelques années d'études, donc j'aime beaucoup ça. Ça n'a pas été au point d'en faire ma vie. Il m'a manqué quelque chose au bout d'un moment quand je me suis consacrée à ça. Mais ça me passionne et c'est quelque chose que je cultive toujours dans ma vie. Je lis toujours, ça m'apporte énormément. Donc la philosophie, j'aime beaucoup, et la parfumerie. Okay. Les odeurs, vraiment, c'est un sujet, un centre d'intérêt qui me remplit de bonheur et qui, pour le coup, n'a aucun lien avec la guitare. Donc ça permet de... Quand je veux me vider la tête, c'est ça, quoi. Mais quand tu essaies une guitare, du coup, ça fait partie de je la renifle. Ah oui, oui, c'est vrai. Alors, c'est pas un critère, c'est pas un critère de choix, mais j'adore l'odeur du bois et tout. Et alors, pour parler philosophie, je suis complètement en dehors de ce monde, mais justement, toi, parce que tu as arrêté la guitare à quel âge déjà J'ai arrêté, je pense à mes 14 ans, voilà. Quand tu étais en DEM? Voilà, je me suis désolidarisée, quoi. Alors déjà, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à 14 ans? Je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses. On ne peut pas blâmer un seul facteur, l'adolescence. Blâmer, pourquoi blâmer déjà? Oui, non, mais c'est vrai. Non, parce que ça peut avoir un côté dommage. Donc, en tout cas, moi, je pense que tout s'est passé exactement comme ça devait se passer. Mais l'adolescence, je pense que ça fait aussi sens par rapport à ma reprise après au niveau du répertoire. Il y a quelque chose qui moi en tout cas ne me parlait plus et qui ne faisait plus sens dans cette manière de pratiquer, ce programme à monter pour les examens. Cette flamme que j'avais au début quand j'ai découvert YouTube ou alors je sais pas les albums que j'écoutais, Presti, La Goya, enfin c'était un vrai truc qui m'animait, je l'ai perdu en fait. Et ça s'est passé quand? Parce que tu as passé ton DEM au CER de Paris? Oui, c'est ça. D'accord. Et tu es resté combien de temps au CER de Paris? C'est quoi ton parcours entre tes cours particuliers et le CER de Paris déjà? Ouais, je vais fouiller loin dans ma mémoire, ça commence à dater. Donc j'ai pris 2 ans de cours particuliers avec Hélène, ma première prof qui a été exceptionnelle. Ensuite, je suis entrée au conservatoire de Noisiel, enfin voilà, de mon département, avec André Simoni, qui a été un super prof aussi, qui m'a super bien accompagnée. Et puis j'ai intégré le CRR avec Gérard Habiton, j'avais 11 ans, comme ça. Donc la CHAM? Non. Non? Non, pas classe CHAM. Non, j'avais une... Enfin, si, j'étais en classe CHAM, exact, mais pas à Paris. Ouais. Okay. Non, mais oui, tout à fait. En fait, j'étais en horaire aménagé. Moi, je crois qu'on avait un après-midi par semaine de libre. C'est possible, parce qu'à mon époque,
Ouais. Il fallait être en cham obligatoirement pour être au CR de Paris, mais ça a peut-être changé. J'étais en Cham, mais juste à Ouais. côté de chez moi, quoi, D'accord. dans mon quartier. Et ça libérait pas énormément de temps pour la musique. Mais oui, maintenant que tu le dis, j'avais oublié effectivement. Donc j'ai intégré le CRR Quelle classe, toi, du coup? en cycle, tu veux dire au collège? Ouais, Ou, ben, je crois que j'étais en cinquième. ok, Ouais. Et donc je suis entrée en cycle spécialisé là-bas, puis j'ai fait voilà mon d'accord, cycle avec Gérard Habiton et jusqu'à mon DEM. Donc ouais. d'accord. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc tu étais en fin de quatrième quand tu as eu ton DEM, J'étais en troisième. en troisième, Ouais. et donc tu devais choisir ton lycée. Donc c'est vrai que c'est là où ça se précisait un petit peu. On dit bon, qu'est-ce que je veux faire un petit peu de ma vie, etc. Oui, c'est vrai. Et tu te projetais pas dans la guitare. Du coup, tu t'es dit, moi je veux faire de la guitare un peu en loisir, ou tu l'as rangée pendant toutes ces Je l'ai années? rangé. Carrément. Ouais, je l'ai complètement rangé. J'ai vraiment perdu la flamme. Et non, je me projetais plus du tout là-dedans ni dans quoi que ce soit en fait. J'étais ado quoi. Ok, et donc du coup, études, bac littéraire. Bac littéraire, Ok. ouais. Et alors, études de philosophie. Toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui te plaît dans la philosophie? Quels sont, je sais pas, les auteurs que tu préfères? Qu'est-ce que ça évoque chez toi, etc. Parle-nous un petit peu. Bah, pour moi, c'est que du bonheur, la philosophie. L'usage que j'en fais maintenant, parce qu'il y a énormément de branches de la philosophie que je connais absolument pas toutes, même de, enfin, voilà, c'est ce que je connais et ce qui me plaît dans la philosophie, c'est une goutte d'eau dans ce domaine. Pour moi, déjà, c'est une manière d'accéder à différentes perspectives, de s'ouvrir l'esprit et ça a une fonction pratique pour moi aussi qui me permet au lieu de ruminer sur des détails de ma vie, moi, voilà, tu remplis ton esprit avec de nouvelles idées. Enfin, je trouve ça super, ça me fait du bien, c'est une vraie hygiène mentale. Et pour moi, c'est une manière très simple et très pragmatique d'améliorer ma vie, en fait, d'utiliser des concepts, voilà, le savoir de philosophe pour l'appliquer de manière très terre à terre à ma vie de tous les jours et à la rendre plus belle, quoi. Donc, Et voilà. t'es allé jusqu'à quelles études en philosophie, du coup? Je ne suis pas allée très loin. Alors, j'avais entamé une licence. C'était humanité et philosophie d'ailleurs, mais avec une grosse majeure en philosophie. Et j'ai fait 2 ans. Et j'ai eu mon déclic de retour à la guitare Et à ce qu'est-ce qui s'est moment-là. passé alors? Un déclic. Donc vraiment, je crois, pour que ce soit pour moi ou pour tout le monde, je crois au déclic très très fort. Parce que c'est vraiment ce qui s'est passé, je ne peux pas me l'expliquer. Je sortais d'un cours sur Platon, qui est un philosophe extrêmement intéressant, mais la leçon en question était un petit peu soporifique. Et là, je sais pas, j'ai eu une prise de recul d'un seul coup existentielle où je me suis dit que non, je me vois pas faire ça toute ma vie. J'adore ça, mais il y a autre chose qui veut s'exprimer. Enfin, c'était pas aussi clair que ça dans ma tête, mais il y a un truc qui m'a poussée à sécher les cours de l'après-midi, à partir sans que je comprenne vraiment quoi. Et je sais pas, je me suis dit, c'est vraiment un peu tombé du ciel. Je me suis dit, je veux me remettre à la guitare. Tu savais déjà que c'était la guitare. Oui, ouais. Et t'as mis combien de jours avant de reprendre la guitare à partir de ce jour-là? Ça s'est fait immédiatement. Je suis rentrée chez moi, j'ai joué 4 heures, ce que j'avais à peu près jamais fait de ma vie, je pense. Donc j'ai repris ma guitare et voilà, et je ne l'ai plus lâchée. Et t'as repris comment alors? Parce que t'as repris toute seule, t'as repris en prenant des cours directs, c'était quoi le... Alors j'ai repris toute seule au début et c'était chouette, ça m'a permis voilà, de reprendre mes marques. Très vite, j'ai quand même ressenti le besoin d'avoir un professeur pour m'accompagner. Et puis quand on reprend seul après des années de pause, il y a certains codes qu'on n'a plus. Ce qui est aussi une bonne chose et ce qui est intéressant, mais il y avait des choses à corriger, le son, la position, certains réflexes de phraser, des choses comme ça. J'ai vraiment ressenti le besoin d'être accompagnée parce qu'il fallait peut-être polir un petit peu tout ça quand même, quoi. Et du coup, t'as repris comment? T'as repris au bout de Avec combien de Atanas temps? Surkouzounov, je pense après une année de reprise solitaire, j'ai repris avec Atanas. D'accord. T'as terminé Et ton année à la fac un peu, ou même pas? T'as tout lâché? j'ai validé 2 ans de fac et après, voilà, Un an toute seule, et après un an t'as... toute seule et voilà, j'ai repris un professeur. Et l'idée à ce moment-là, et ça n'a pas été fructueux du tout, mais c'était de tenter les concours d'entrée. Donc Direct. direct, ouais. Bah, ça a toujours marché à 13-14 ans, donc tu t'es dit, Pour moi, c'est surtout que c'était la voie toute tracée, il fallait passer par ça. C'est voilà, quand on veut se lancer dans une carrière, pour moi, je ne pouvais pas voir plus loin que ça si je ne commençais pas déjà par Et une pour, ta- licence. et pour reprendre un tout petit peu sur le côté pédagogie, etc.,
Qu'est-ce que tu retiens de positif de tes apprentissages d'Habitons? Qu'est-ce qui t'a appris que tu utilises encore aujourd'hui tous les jours, ou Athanas sur Kouzounov? Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, avec le recul, ah bah ça c'est vrai que c'est avec Athanas sur Kouzounov que je l'ai développé? Oui, le sens du détail, je pense. Alors moi, j'avais une façon de jouer qui était très instinctive, ça pouvait partir un petit peu dans tous les sens, et ça peut être bien aussi, mais il fallait peut-être l'équilibrer un petit peu avec plus voilà, de conscience dans la manière de jouer, une manière aussi de décoder le texte comme ça, de voir les messages cachés, enfin, le détail en fait, vraiment, et ça a été super, et je l'ai gardé, et j'essaye de le transmettre aussi maintenant quand je donne des cours, parce que ouais, ça a été super précieux, quoi, vraiment. Et c'est pas un peu la même chose avec Athanas sur Kouzounov ou Gérard Habiton? Enfin, Oui, oui, en fait, une manière de me canaliser. hmm. Et je pense qu'on a toujours besoin de quelqu'un pour ça, pour que ce soit l'inverse ou pas, mais pour équilibrer nos tendances naturelles. Donc si, voilà, si on est un petit peu trop, pour le coup, un petit peu trop carré, bah, quelqu'un pour nous apprendre à nous lâcher un petit peu plus. Et moi, c'était l'inverse, j'avais besoin de quelqu'un pour me polir un petit peu, quoi. Voilà. Et si tu devais, pour terminer là-dessus, si tu devais avoir des styles de, comment dire, les deux t'ont appris vraiment la même chose, parce ils sont quand même très différents, Gérard Habiton et Athanas sur Kouzounov, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas le même âge non plus. Oui. Et finalement, ils te disent exactement la même chose avec le recul, ou? Les deux m'ont appris des choses extrêmement différentes, déjà parce que je ne les ai pas sollicités à la même période de ma vie. J'étais beaucoup plus jeune avec Gérard Habiton, j'ai aussi moins de souvenirs. Voilà, avec Gérard Habiton, on montait un programme pour un DEM. Avec un répertoire qui était aussi, parce que c'est normal, j'étais plus jeune, j'avais pas la même vision que j'ai maintenant, un répertoire qui était le répertoire du DEM, des choses un peu plus classiques peut-être. Avec Athanas, j'étais déjà plus sur des pièces un petit peu plus personnalisées. Enfin, c'était vraiment deux époques très différentes de ma vie. Donc évidemment que j'en ai retiré des choses aussi très différentes. Alors tu me dis, j'ai passé les concours, j'ai raté des concours et tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que tu as tenté quoi comme concours? On va parler des échecs un petit peu, parce que c'est ça qui est intéressant. Mais c'est super voir intéressant. comment on dire. C'était quoi tes échecs de ce moment-là? Alors j'ai tenté le CNSM, c'était le truc que je voulais tenter quand je me suis remise au concours d'entrée. Donc j'ai été abonnée à la liste d'attente, quoi. Donc... c'est le pire, c'est le pire. C'est le pire, voilà. Donc, mais ça a été très formateur aussi. Ça m'a fait découvrir du répertoire et ça m'a mis face aussi à des défauts que je devais corriger. Quoi, par exemple? Le son, des choses comme ça, des retours qui ont été constructifs. Mais par contre, ça n'a pas voulu, quoi. Ça ne l'a pas fait. C'était pas pour toi? Non, c'était pas pour moi. Et mais j'ai tout donné, quoi. Je l'ai bien tenté. Mais oui, c'est pour ça que tu peux pas être déçu quand tu as tenté à fond, quoi. J'ai tout fait, voilà. Ouais. Alors, tu as raté le CNSM, qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé après Est-ce qu'il y a une grosse remise en question? Est-ce que tu t'es dit, ah bah non, c'est pas pour moi, je vais arrêter la guitare? Ou est-ce que tu dis non, en fait, je vais passer par une autre porte pour... Bonne question. Qu'est-ce que je me suis dit consciemment? Je me suis jamais dit que j'allais arrêter. Il y a eu des moments évidemment de découragement, et parce que c'est une période, en fait, pour n'importe quel étudiant qui tente ces concours-là, c'est une période qui peut être assez violente si ça marche pas du premier coup, voire pas du tout, de se prendre tous ces refus. Donc oui, ça a été difficile. De là, penser à arrêter, non. Non, jamais. Ce qui est arrivé en cours de route, à peu près, voilà, après quelques années de tentatives de concours d'entrée, ça a été les concours tout court, les compétitions internationales. Et alors là, va savoir pourquoi ça a marché. Okay. Voilà. Et donc, ça a été le début de quelque chose, de quelque chose en tout cas. Donc, voilà ce qui s'est passé. Ouais. Ok, donc drôme de guitare. Drôme de guitare, ça a commencé comme ça, oui. Ouais. Concours hollandien, etc. Et ça, finalement... qu'est-ce que parce que j'imagine, je sais pas, tu rentres pas au CNSM. Après, on parle du CNSM parce que faut savoir qu'en France, il n'y a que le CNSM quand on veut avoir un master pour continuer. Mais évidemment, il y a des pôles sup. Mais maintenant, quand on est au niveau licence, on a quand même plusieurs choix. Mais toi, c'était CNSM ou rien? C'est parce que tu n'avais pas de licence à l'époque. Donc c'était... Alors, j'avais pas de licence et surtout, j'avais un poste à 20 heures de cours. D'accord. Ouais, ça, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais j'enseignais déjà à temps plein. Ok. En région parisienne, donc il n'était pas question pour moi de déménager, de partir ailleurs. Ce poste et cette stabilité financière, c'était ma priorité de l'époque. En fait, je voulais pas quitter tout ça. Donc oui, c'était Paris, quoi, ce que je tentais. Ouais.
Parce que tu aurais pu te tenter Autre au-dessus de chose. 93, Oui, c'est où tu vrai, vas. ça, je ne l'ai pas fait. Non, 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 c'est vrai, j'ai Non, mais... tenté. Tout à fait, ouais. Ok, et du coup, tu gagnes les concours, et là, comment tu te ressens à ce moment? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Je vis ça comme un petit miracle déjà parce que ça, j'ai connu entre 2 et 3 ans d'échecs constants. Parce qu'on parle du CNSM, Donc, mais c'est pendant 2-3 ans, ouais, tu faisais les concours, voilà, c'est t'as ça. tenté plusieurs fois le CNSM, Oui, c'est ça, plusieurs d'accord? fois. Liste d'attente. Donc c'est vrai qu'on s'identifie un petit peu à ça au bout d'un moment, quand on a refus sur refus. Et quand j'ai gagné mon premier concours, c'était un peu miraculeux pour moi. Enfin, je n'avais même pas ça en tête quand je l'ai tenté. J'y allais Ah ouais? pour... Ouais, vraiment. J'y allais pour... En plus, c'était le premier concours que je tentais. Concours, donc compétition. Hein, je parle pas des concours Hmm. d'entrée, mais c'était le premier concours que je tentais depuis ma reprise de la guitare. J'avais face à moi des personnes qui étudiaient, qui étaient voilà, Hmm. depuis très longtemps. Donc non, non, je me faisais aucun espoir. Vraiment aucun. Et donc ça a été vraiment la grosse surprise. Et tu étais toujours à Canal-sur-Couzeneuf à ce Oui, moment-là? ouais. Et donc, tu as gagné le concours. Et le fait d'avoir gagné le concours Rollandien, c'est un peu dans le même. Qu'est-ce que ça a changé du coup? Tu as fait plus de concerts? Qu'est-ce qui s'est passé Ouais, ça m'a apporté des choses géniales, ces prix de concours. Ça m'a donné accès à des concerts, évidemment, ce qui est la plus belle chose qu'on puisse gagner hein, quand on remporte des concours. Donc j'ai eu mes premiers concerts grâce à ça. Une certaine forme de visibilité aussi. Par effet boule de neige, quand j'ai gagné mes prix, bon, on m'a conseillé de sortir une ou deux vidéos sur Internet qu'on puisse m'écouter. Donc ça m'a poussée à le faire. Je l'aurais peut-être jamais fait sinon si on m'avait pas dit bon bah là tu vois suite à tes concours sort peut-être quelque chose. Donc ça a été le début d'un cercle vertueux quoi. Parce qu'il faut savoir que tu as fait, je sais pas, tous les 3-4 mois, 6 mois, des vidéos. Il y en a qui sont à 2 millions de vues, etc. Ça cartonne sur Ça YouTube. oui c'est encore une autre étape ouais ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, pour les vidéos, toi maintenant, aujourd'hui, on peut en parler, t'as pas encore sorti de disque ou tu ne sortiras pas de disque, je sais pas. Mais par contre, tu te dis je sais pas, tous les 6 mois, tous les 3 mois, je fais une vidéo. C'est quelque chose que tu t'imposes un peu ou Oui alors j'aimerais en faire plus souvent. Même si je pense que c'est pas utile de mitrailler non plus, mais oui, c'est un rythme que je me suis donné. Bah, c'est vrai qu'au début, je ne pensais pas du tout me lancer là-dedans, mais j'en ai sorti une, puis j'essaye de m'ajuster aussi à ce qui fonctionne. Donc quand j'ai vu que ça prenait bien, qu'il y avait quelque chose à faire là-dedans, bah voilà, Parce j'ai qu'il faut dire que installé un quand même, rythme. la magie de YouTube, c'est que tu peux faire 2 millions de vues sur une vidéo, puis tu peux faire 10 000 vues sur une autre. Voilà, Et ouais. voilà, faut pas le prendre personnellement non plus. Non, non, non. Par contre, faut tout donner. C'est ce que j'avais fait pour cette vidéo qui a bien marché. On parle de laquelle là? C'était le prélude de Rachmaninoff, l'arrangement que j'avais fait. Alors quand je l'ai posté, j'avais pas la moindre idée que ça allait fonctionner comme ça, mais par contre pour chaque vidéo, je donne tout. Enfin voilà, C'est-à-dire j'essaye d'avoir la meilleure qualité possible. Et si ça me plaît pas, je recommence autant de fois qu'il le faut jusqu'à ce que voilà, je sais pas si ça me plaît, mais jusqu'à ce que je tolère la vidéo. Voilà, j'essaye de tout régler dans les moindres détails. Et après, bon bah voilà, t'as fait ta part du travail. Et là, on ne sait pas ce que l'algorithme va en faire, mais au moins, on donne tout quoi. Et est-ce que c'est à ce moment-là où tu as commencé à débloquer des tournées à l'étranger aussi ou pas du tout? Ça, alors ça, oui, ça s'est fait dans la foulée, pas évidemment pas en un claquement de doigts. Donc il y a eu les concours d'entrée, puis les compétitions tout court qui ont commencé à bien marcher. Et puis c'est effectivement après, c'est ce qui m'a débloqué les tournées, c'est plus cette visibilité que j'ai eue sur Internet que les prix de concours finalement qui à eux seuls, je pense, ne m'auraient pas assuré une carrière ou un début de carrière comme voilà, comme c'est le cas en ce moment. Euh, donc oui, c'est suite à ce boom un petit peu sur YouTube en fait que j'ai eu ces opportunités-là, je pense. Donc pour l'instant, le fait de faire un disque, c'est pas du tout dans tes priorités par exemple. C'est prévu. Je me penche sur la question. Mais c'est vrai que tout est tellement passé par les vidéos à l'unité pour le moment et ça, le parcours, parce que chaque parcours est différent aussi. Donc là, il s'est fait comme ça, il s'est tracé de cette manière. Donc l'album, c'est vrai que ça m'a pas paru être une priorité, mais je suis quand même en train voilà, d'y réfléchir. D'accord, d'accord. Mais c'est tellement important un premier album que j'ai pas envie de faire de bêtises, de le bâcler, donc voilà. Bah, l'album il reste quand même. Ça Enfin, reste. YouTube aussi ça reste, mais c'est un peu différent quoi. Ouais, ouais, ouais. Et quand tu es passé à 100% sur la guitare, est-ce que déjà est-ce que tu as la même façon j'imagine que non, mais est-ce que tu travailles différemment aujourd'hui que quand tu avais 13-14 ans quoi?
Oui, oui, oui. Et je travaille même différemment aujourd'hui, si on compare à 2 ans Ah oui? avant. Ouais, ça a énormément changé. Il y a eu la phase concours. Et en tout cas, pour moi, dans la manière dont je travaille mon instrument, c'est plus du tout la même chose qu'aujourd'hui, où c'est que des concerts ou des enregistrements. J'ai plus du tout le même rapport à mon travail quotidien. Et encore, quand je dis quotidien, en fait, c'est pas toujours possible. Il y a aussi ça, c'est que voilà, le rythme n'est pas le même. Et je préfère ma pratique aujourd'hui. Qu'est-ce Voilà. que tu veux dire? Parce que j'imagine que, je sais pas, pour avoir un DEM déjà à 14 ans, il faut travailler 6 heures par jour, non? Non? J'ai pas ce souvenir-là. Je travaillais, hein, enfin, évidemment, mais les 6 heures par jour, déjà, enfin, je suis jamais arrivée à ce point-là. Mais c'est plus après. Quand je m'y suis remise, là, il y avait un sens pour moi dans le fait de travailler ma guitare plusieurs heures par jour. C'était pas le cas quand j'étais plus jeune, il me semble. Oui, Ouais. bah 12-13 ans, c'est compliqué de travailler 6 heures Ouais. par jour, Non, non, mais j'étais pas là-dedans, en tout cas à ce moment-là. Ouais. tu travaillais quand même peut-être plus que ceux qui avaient ton âge à ce moment-là, quoi. Ça, c'est sûr. Oui, quand je vois mes élèves de 12 ans, je pense que je travaillais plus que ça, c'est sûr. Ouais. Et alors maintenant, tu travailles moins en termes d'heures, mais par exemple, est-ce que tu peux nous montrer un exercice technique que tu fais? Enfin, comment par exemple, si tu as, je sais pas, 1 heure et demie dans la journée, qu'est-ce que Ouais. tu fais dans ta journée sur la guitare? Alors, je vais essayer de montrer un exercice technique, même si c'est plus trop ce que je fais aujourd'hui. Généralement, alors je prends ma guitare et puis ce que je m'amuse à faire, c'est une boucle que j'improvise, en fait, que je trouve jolie. Je suis souvent accordée un peu bizarrement. Donc, je sais pas, je prends ma guitare ce jour-là et je suis en si. Voilà, bah, je me dis, tiens, qu'est-ce que je peux faire de marrant en si? Je m'amuse à faire des choses comme ça que je trouve belles. Donc ça, c'est voilà, c'est ce que je fais quand je prends ma guitare. C'est pas un exercice technique. Après, je peux montrer un petit exercice Ouais. peut-être que je faisais quand Non, je mais j'y tentais pense, c'est rigolo parce que le fait d'improviser sur des accords, des scores d'accords dont on n'a pas l'habitude, finalement, ça aide aussi pour les arrangements que tu vas faire après. C'est-à-dire que tu vas Ouais. oser faire des arrangements avec une sixième corde en si. C'est lié, ouais, c'est Ouais, vrai. parce Ouais. que quand Diens, par exemple, il fait des accords avec Do dièse sol, en fait, il improvisait aussi sur ces accords-là et Oui. ça crée Les des automatismes aussi, automatismes, ouais. des sonorités on se dit, tiens, la guitare peut sonner comme ça aussi, quoi. Oui. C'est vrai que le fait d'improviser dessus, bah, c'est super parce que ça te permet de tester gratuitement, quoi. Ouais, exactement. Puis c'est un moment un petit peu libre où il n'y a aucune attente. Voilà, rien de spécial n'en sortira. Mais si, parfois, il y a peut-être un début d'arrangement. Enfin, voilà, je prends ma guitare comme ça et je me prends pas la tête, puis ça me chauffe les doigts. Sinon, ouais, alors un exercice que je peux montrer peut-être pour... Alors, Alors, on sait que les fans de la chaîne adorent l'exercice technique. Je sais, il y a un pic d'audience à ce moment-là, alors c'est pour ça. Alors, à l'époque des concours, il y a un exercice que je faisais pour me chauffer. Il fallait que je sois déjà un petit peu chauffée avant de le faire parce qu'il est un petit peu costaud. C'était issu d'un riff de métal, en fait, d'un groupe qui s'appelle Périphérie. Et en fait, je trouvais je sais pas, je trouvais ça beau, en fait. Attends, déjà, Donc, tu écoutais du métal, du coup. ouais, c'est vrai, j'en écoutais, plus du tout aujourd'hui. Vraiment, j'ai eu toutes sortes enfin pas toutes sortes, mais j'ai eu des phases. Et oui, ça venait de là. Alors je peux montrer l'exercice lentement peut-être, parce qu'il aidait à travailler les extensions, les barrés, l'endurance aussi, il était vraiment pas mal. Donc on se met en ré. Et alors voici. On a déjà un rythme un petit peu particulier déjà. Donc voilà, on décale tout, comme ça. Et on redescend. Donc ça, c'est lentement, ça, c'est ça? Ouais, bah, le but c'est de le faire le plus vite possible après, mais voilà, je sais pas, je la trouvais rigolote cette Ok, qu'est-ce que gamme. ça t'apporte de bosser ça? C'était en fait, il y a des extensions à faire pour ça. On est aussi un petit peu, alors c'est pas un barré complet, mais voilà, le premier doigt il est plus ou moins en position barré. Ça travaillait l'endurance, la force. Je sais pas, moi ça me donnait de la force à l'époque en tout cas quand je le. T'avais confiance, hein, du coup, à ta main gauche, quoi. Ouais, puis je pense que je sais pas, ça la musclait, ou en tout cas j'y croyais quoi. Et maintenant, plus du tout. Je le fais plus, non, je le fais plus. Et pourquoi? Je pense que avec avec mon nouveau quotidien, il faut être efficace. Et j'ai revu ma manière de travailler, pas consciemment, mais j'ai éliminé tout ce qui ne me servait plus forcément. Et voilà, je ne joue que
Et tu fais quoi maintenant, du coup, comme tu as moins de temps, qu'est-ce que tu as éliminé? Qu'est-ce que tu fais en priorité? Alors, j'arrange. Je ne fais que ça, en fait. Quand je prends ma guitare, voilà, il n'y a plus de rapport de répétition, des choses pour les intégrer, ça c'est terminé. Mhm. Ouais, je prends ma guitare et je teste des nouvelles choses, je cherche des nouveaux accordages, j'arrange. Ou alors je fais des petites boucles, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est marrant ce goût pour l'arrangement. Et comment dire, est-ce que, euh, je veux dire, comme tu n'as pas fait des études, par exemple au CNSM, avec je sais pas, des profs d'arrangement, d'autres instruments qui sont très forts en orchestration, etc., qui pourraient sortir, comment est-ce que toi tu t'es formée toute seule à l'arrangement sans regardant d'autres compositeurs? Comment tu as fait? Comment tu fais? Je me suis pas formée du tout à l'arrangement, c'est un truc qui sort un petit peu tout seul en fait. Enfin, c'est venu quand je me suis remise à la guitare et ça a été un de mes premiers rapports à l'instrument quand je m'y suis remise, c'était de rejouer ces pièces à la guitare, enfin ces pièces justement pas écrites pour guitare et que Mhm. j'avais tellement envie d'essayer. Et j'ai pas de technique en fait. C'est juste C'est en un truc faisant, quoi. que, ouais, c'est en le En faisant. testant. Et ça vient, en fait, comme ça vient tout le temps d'une obsession pour une pièce voilà, qui m'a tellement touchée, que j'écoute en boucle, parce que ça, c'est un truc que je fais énormément. Ça sort un peu naturellement à la guitare, et puis voilà, c'est comme ça qu'ils se font aussi. Il y a un côté un petit peu naturel, je pense. Enfin, Et du coup, tu te retrouves dans un répertoire un petit peu, pas contraint, mais qu'est-ce que tu arranges en priorité? j'arrange en priorité ce qui m'obsède, en fait. Et qu'est-ce qui t'obsède Ça peut être... là, il y a aucun critère spécial. Ça va être une pièce qui me touche et que voilà, je l'aime tellement que je l'écoute en boucle. Et ça se passe tout le temps comme ça, mes Hmm. arrangements. Et il y a une espèce d'urgence après d'essayer de le jouer à la guitare. Voilà. C'est comme ça que je choisis mes pièces à Finalement, arranger. tu les testes quand tu t'improvises un peu, etc. Et puis, au bout d'un moment, tu t'es dit, bon, Ça je vais sort. l'écrire. Ça sort, c'est ça, c'est ça. Mais ça peut... y a jamais un plan très précis, ni... quand j'avais fait Rachmaninoff, par exemple, qui est un des premiers arrangements que j'ai fait, c'était une blague pour moi. Hmm. C'était expérimental, c'était rigolo. J'étais accordée en do dièse. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant. Hmm. Imagine le prélude en do dièse mineur de Rachmaninoff, ça fonctionne. Et j'ai vu qu'en fait, ça Hmm. sortait, puis j'avais le début, puis j'avançais, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Mais je pense que si je m'étais posée et que je m'étais dit, je vais Hmm. arranger Rachmaninoff, c'est une bonne idée et tout, je l'aurais pas fait. Et alors, comme tu dis, ta vie maintenant est chargée. Alors déjà, tu m'as dit, ça y est, maintenant, j'ai plus le temps de donner des cours. C'est vrai, Ta vie, ouais. ta semaine, par exemple, elle ressemble à quoi ta semaine, tu vois, en termes de temps passé sur quoi? Parce que redisons-le pour ceux qui ne sont pas au courant, mais il y a le travail sur la guitare, il y a les concerts, le fait d'aller au concert, le fait d'organiser les concerts, de l'administratif, etc. Il y a Instagram, il y a YouTube, mais comment tu gères ça? C'est vrai que les semaines se suivent et ne se ressemblent pas parce qu'on a 1000 vies différentes à gérer à la fois, tu le sais très bien aussi. Donc c'est difficile de décrire une semaine type, elles sont tellement, ouais, tellement différentes les unes des autres. Et c'est vrai que malheureusement le travail de la guitare, c'est pas toujours ce qui passe en priorité dans tout ce qu'on doit faire. Donc rappelle-moi ta question exactement, Bah c'était justement, comment par se exemple, répartissent les ouais, semaines par exemple, sur une semaine, alors c'est difficile de faire une semaine type, Ouais, mais est-ce que par exemple, j'ai n'importe quoi, parce qu'il y a plein de musiciens, genre la com sur Instagram, ils en font pas. Voilà, c'est voilà. vrai, Est-ce ça que toi, prend par du exemple, tu temps. te dis, bon, chaque semaine, je sais pas, je dis n'importe quoi, je fais 2 posts, tu vois, ou Non, non, non? pour le coup, pour les réseaux sociaux, je ne me dis pas ça. Je poste, j'annonce les concerts à l'avance. Je peux éventuellement repartager des photos, des Hmm. vidéos de certains concerts. Qu'est-ce que je fais d'autre? Ça consiste principalement en ça, hein, ma Non, ou même toi communication. l'administratif, tes mails, parce que on a le fait d'envoyer des programmes, de recevoir, enfin je sais pas, Oui, tout ça à peut fait. prendre du temps. Est-ce que tu fais ça, genre c'est le premier truc que tu fais le matin, tu te dis comme ça mes mails sont faits, ou est-ce que tu les fais quand tu as le temps et puis même si c'est en retard c'est pas grave, tu vois que... C'est vrai qu'il faut avoir une certaine discipline avec ça. Quand voilà, on te demande ton matériel de communication, tes programmes qui changent tout le temps, il faut être assez réactif. C'est pas le premier truc que je fais le matin. Déjà, j'essaye de me réveiller sans téléphone, sans sollicitation extérieure parce qu'on peut vite y passer tout notre temps sinon. J'essaye de me réveiller tranquillement, de lire, voilà, de mettre un peu de Ah, tu distance avec commences ta ça. journée par lire. Ouais, et je la termine aussi Ok. en lisant.
La plupart du temps, voilà, je ne suis pas une machine, mais en tout cas, ouais, ça me fait vraiment du bien et quand je le fais pas, je passe pas les mêmes journées en fait, ça c'est vrai. Mais non, bah, je pense que j'ai ma to-do list à rallonge et puis que j'essaye d'abattre le maximum de choses. J'y arrive pas toujours, mais voilà. Mais c'est vrai qu'il faut s'organiser parce que c'est... Et qu'est-ce que tu préfères, toi? Qu'est-ce que je Ouais, préfère? est-ce que c'est faire une interview sur YouTube? Est-ce que c'est travailler ta guitare dans ton coin? Est-ce que c'est discuter avec les gens après le concert? Est-ce que c'est être Tout sur ça. scène? En fait, j'aime tout. Tout ce que tu mentionnes, là, je l'adore et c'est pour ça que même si ce métier a ses défis, comme voilà, une grosse pression à gérer, du stress, parfois du surmenage, des choses comme ça, en fait, j'aime tout de ce métier, vraiment. Tous ces aspects. Qu'est-ce que je préfère? Je pense que c'est la partie créativité, être chez moi, dans mon coin. La genèse aussi des arrangements, donc ça veut dire écouter les pièces en boucle, ça, en fait, c'est un plaisir énorme pour moi, vraiment. Rencontrer le public après les concerts, j'aime tout, vraiment. Et parce que quand on est musicienne comme toi, concertiste, on est amené aussi à faire des masterclass, à avoir des étudiants qui jouent bien, quand même, qui Ouais. te montrent leurs pièces. Et toi on va dire maintenant, qui est vraiment concertiste, est-ce qu'il y a des choses que tu remarques chez les étudiants, pas systématiquement, mais plutôt souvent, où tu te dis, tiens, c'est quand même rigolo, il leur manque ça, et sans doute, moi, il me manquait ça quand j'étais plus jeune, ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu remarques un peu commun à tous les étudiants, ou pas spécifiquement Déjà, je suis souvent super étonnée du niveau qui est exceptionnel et qui est de plus en plus haut. J'ai l'impression chez des élèves de plus en plus jeunes, enfin, je sais pas, moi c'est l'impression que j'ai, donc je suis toujours super impressionnée par leur son, par des choses que parfois ils font mieux que moi. Donc après, peut-être, ce que j'essaye de leur enseigner, c'est peut-être parce que c'est mon rapport à moi, à la guitare, après voilà, chacun le sien, mais c'est de s'autoriser plus de choses que ce qu'on croit. Peut-être il peut y avoir un petit peu trop de limites, de choses qu'on pense, quand je dis on, c'est voilà, les étudiants, mais qu'ils pensent ne pas avoir le droit de faire, alors qu'en fait, on peut faire un peu plus ce qu'on a envie. C'est même comme ça qu'on tisse un rapport un peu plus personnel à l'instrument. Donc voilà, peut-être un peu plus de liberté. qui se laisse plus de liberté, quoi. Ouais, Ça, carrément. et toi, Ouais. tu arrives à te la laisser, cette liberté? Ah ouais, complètement. Je pourrais pas faire autrement. C'est en me remettant à la guitare, c'est ce rapport-là que j'ai développé et qui m'a permis d'y trouver vraiment un sens. Et donc, ouais, je pourrais pas faire autrement. C'est drôle, mais je me disais que, parce que on a tous nos façons de voir même la vie, etc. Et je trouve que chez toi, il y a un côté, bah, tu fais ce que tu as envie, et finalement, le regard, parce que quand on est sur scène, on est soumis au regard des autres. Quand Ouais. on est devant une caméra, c'est pareil. Mais j'ai l'impression que toi, tu arrives à complètement t'en libérer. Et puis, il y a un côté, bah, si ça vous plaît pas, c'est pas grave, je ferai autre chose, ou je fais ce que j'ai envie. Ça a toujours été comme ça, Un petit peu, je pense. Et c'est vrai que ce programme que j'ai construit, cette pratique de l'arrangement, c'est avant tout quelque chose que j'ai développé toute seule dans mon coin et qui n'était pas du tout voué à devenir quelque chose de public. Donc ça s'est construit comme ça parce que c'est une vision que j'ai, enfin, je ne saurais pas l'expliquer. Et donc, ça s'est construit complètement indépendamment du regard de qui que ce soit, des Hmm. institutions, du public, là-dessus. Et donc pour moi, quand j'ai commencé à le partager, à jouer mon premier arrangement en public une fois et que j'ai vu que ça plaisait à des gens, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est un miracle pour moi parce que c'est... Après, entre Gérard Habiton et ta sœur Kouzunov, tu avais quand même des profs qui, peut-être même sans te l'apprendre directement, eux se l'autorisent à C'est arranger vrai. pour Gérard Habiton et à composer Tout à pour fait, Attache, chacun quoi. à leur manière et oui, oui, ils ont leur personnalité bien développée à ce niveau-là, carrément. Et pour l'instant, t'es pas trop encore dans la musique de chambre, tu es plutôt dans la guitare solo. C'est quelque chose qui t'intéresse pas, ou t'as pas eu l'occasion, ou t'aimerais faire absolument plus tard Je pense que c'est une possibilité pour plus tard. Jusque-là, j'ai tellement été habituée à fonctionner toute seule. Je suis assez solitaire quand même dans mon fonctionnement, même dans ma vie de tous les jours. Mes arrangements, par exemple, je les écris pas, donc c'est un rapport un peu direct et très... Je les écris jamais. non, jamais. Et c'est très, très instinctif sur l'instrument, donc je serais bien embêtée si je devais arranger pour deux guitares. Enfin, voilà, tout simplement. Donc je suis habituée à fonctionner toute seule, à voyager toute seule. Grand bonheur pour moi, vraiment. Ça me Voilà, pose toute la paix, en fait. non, mais alors j'adore aussi enfin, les échanges, les rencontres, et c'est un truc magnifique de ce métier, vraiment.
Mais j'adore fonctionner toute seule. Après, effectivement, je pense qu'après plusieurs années à tourner seule, à tout faire seule, il y a une curiosité aussi de faire des choses avec d'autres personnes et ça va se faire. Donc voilà. Ça viendra quand ça viendra, quoi. Voilà, c'est ça. Et alors, on a parlé des autres passions, du parfum, etc. Si jamais, demain, pour une raison malheureuse, tu ne pouvais plus faire de guitare, qu'est-ce Déjà, qui se passerait? Parce que ce serait horrible. tu as décidé d'arrêter, ensuite tu t'es dit je vais faire de la philosophie. Alors peut-être est-ce que c'est aussi, enfin je sais pas, est-ce que c'est à cause du débouché aussi de la philosophie où tu te dis finalement quand tu fais une licence de philo, tu es souvent prof quoi. C'est vrai. Ce qui m'aurait pas déplu en fait. Ouais. Hein, Non, mais c'était pas ça le. c'était pas ça. D'accord. Ouais. Et là, si jamais ça devait s'arrêter, parce que tu rebondirais comment tu sais ou pas du tout? Alors, je sais pas, mais j'envisage complètement la possibilité de rebondir sur autre chose. Voilà, de ne pas forcément, je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais de ne pas forcément reprendre un poste en conservatoire. Je sais pas, le monde est vaste aussi. La vie est courte. Ouais, voilà. C'est bien, on enfonce bien des portes ouvertes. Oui, là, c'est vrai. C'est Non, vrai. mais il y a beaucoup de gens qui s'interdisent aussi. Oui, tout à fait. Donc voilà. Non, mais pourquoi pas faire complètement autre chose? C'est vrai que j'ai parlé de la parfumerie tout à l'heure, mais pourquoi pas me reconvertir dans ce domaine que j'adore? Enfin voilà, on peut être au cours d'une vie, on peut être plusieurs personnes complètement différentes, je Il y a un pense. pianiste, je sais pas si tu connais, qui s'appelle Geoffroy Couteau, Je ne connais qui est pas. une femme qui fait du parfum et du coup il fait des concerts olfactifs. Ah, Par waouh! exemple. Voilà, voilà. Donc il fait un pont entre la musique, les odeurs. Exactement, les gens ont des pipettes de parfum et en fonction des. Voilà. Et Ah ils ouais, développent ça. Voilà. on croise les sens, c'est cool. Exactement. Euh, Qu'est-ce que ça fait en 2026? Alors, moi, je te parle de ça parce que je sais jamais si c'est un sujet ou pas. Mais est-ce que Ouais. pour toi c'est un sujet d'être une femme dans le monde de la guitare en 2026 ou est-ce que c'est pas un sujet? C'est un sujet, Ouais. et même si on décide de ne pas en faire un sujet, c'en est un de toute façon. En 2026, moins qu'il y a 10, 15, 20 ans, enfin, j'ai énormément de respect pour des femmes qui ont dû subir ces époques-là parce que je pense que ça va quand même beaucoup mieux aujourd'hui. On a plus de visibilité avec Internet, avec les réseaux sociaux, YouTube. Après, il y a quand même un downside, un versant négatif à ça aussi. En 2026, ouais, je pense que l'arrivée de l'importance des réseaux sociaux, de la visibilité donnée aux femmes change un petit peu le game à ce niveau-là. Parce qu'on a une plus grande place, de plus en plus grande. Mais ouais, à bien des égards, c'est un sujet. Je sais pas, c'est un biais psychologique que les gens ont face à toi parce que tu es une femme et qui change beaucoup de choses dans leur perception de toi et dans toi aussi comment tu te présentes au monde. Ouais, c'est quelque chose, c'est un truc à porter quand même. Ouais. À porter. Et tu penses que du coup il y a, je sais pas, plus de positif, plus de négatif ou finalement, tu sais pas, et ça s'équilibre? Il y a un peu des deux. Je peux détailler un petit peu peut-être, mais je pense qu'on a, en termes de crédibilité, on a plus à prouver. Il y a quelque chose qui, je sais pas pourquoi, dans le regard des gens vis-à-vis de nous, il y a un côté peut-être moins sérieux et les réseaux sociaux n'arrangent pas ça parce que si tu cumules le fait d'être une femme et en plus de te frayer un chemin grâce à Internet, là, il y a une sacrée étiquette qui t'est collée dessus quand même, de youtubeuse, d'instagrammeuse, de tout ça qui te décrédibilise et que ce soit de la part d'hommes comme de la part de femmes aussi, ça peut arriver. Donc voilà, si tu cumules les deux, c'est pas évident. En fait, tu arrives à être plus visible, mais moins crédible. Exactement, ce que tu gagnes en visibilité, parce que c'est aussi un fait, je pense, les femmes ont plus de visibilité, une visibilité plus facile sur Internet, mais ce que tu gagnes en visibilité, tu le perds en respect, parce que les gens estiment que ce que tu as eu, tu ne l'as eu que parce que tu es une femme, que parce que Instagram, parce que YouTube, sans regarder le fond, alors que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fond, mais la forme n'aide pas. Ouais. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné. Alors, on m'en a donné beaucoup, énormément. Des bons ou des mauvais? Et bah, justement, la plupart, je ne les ai pas suivis. Je pense qu'il faut faire très... Ça, c'est un conseil que je vais donner, mais faire attention à toutes sortes de conseils qu'on peut recevoir. Quand même analyser, est-ce que la personne qui nous donne ces conseils, est-ce qu'on a envie d'avoir ce type de parcours-là? Faut faire très attention et bien analyser les choses et ne pas prendre tous les conseils, justement. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est clairement poste tes arrangements sur Internet.
Ça, c'est voilà, c'est le truc le plus pragmatique qui a le mieux marché. Donc, moi, je dirais Et ça, même en franchement. point de vue, je sais pas, développement personnel, développement musicienne, non? Un peu plus. Ben, j'ai pas suivi beaucoup de conseils qu'on m'a donnés à ce Alors ne suivez niveau. pas les conseils, c'est ça que tu peux. Ah, Ne pas suivez pas. tous. Non, non, mais en fait, non, c'est pas ne suivez pas les conseils, mais avoir le discernement de ne pas tous les suivre et de ne suivre que ceux qui te parlent vraiment. Et, euh, et voilà, il y a tellement de types de parcours différents que tous les conseils ne vont pas s'appliquer à toi, à ce que tu souhaites faire. Donc, ouais, avoir du discernement, je pense que c'est important. Et est-ce qu'il y aurait une chose dans ta vie professionnelle ou autre que tu aimerais vraiment faire différemment? Des choses où tu te dis, ça, j'aimerais vraiment progresser là-dessus ou pas? Ou finalement, tu es à l'aise avec tes qualités, tes défauts, et puis. Oh bah non, non, faut toujours chercher à s'améliorer, je pense. J'aimerais, là, j'y travaille, mais soigner un petit peu plus les bases, les piliers de vie, le sommeil. Prendre un petit peu plus de temps pour déconnecter aussi. Donc, ce que j'aimerais améliorer, c'est pas tant dans la productivité, mais au contraire, si on veut, je pense que si on veut tenir une carrière sur le long terme, on verra ce que ça va donner, mais faut respecter ces piliers-là aussi parce qu'on peut vite se surmener, vite se fatiguer. Donc voilà, peut-être prendre soin de soi un peu plus. Pour terminer, justement, si tu étais sur une île déserte Ouais. pendant 1 an, tu pouvais prendre qu'une seule pièce, qu'une seule partition, qu'est-ce que tu prendrais? Mais alors déjà, je ne joue pas avec partition. Enfin, comment dire, enfin même, Tu la déchiffres quand même, non? bah, mes arrangements, c'est à l'oreille, donc Tu joues que des arrangements. quasiment, C'est que tes arrangements. de Donc, plus en plus. Ouais, c'est et vrai. d'accord. Et pour les partager aux autres, pour, je sais pas, vendre des partitions pour que les autres, non? Je le fais pas encore. Pas Je vais encore. le faire, c'est prévu, mais je le fais pas encore. Donc c'est vrai que quelle partition amener, je saurais pas à quoi répondre à ça. Donc t'imagines, là, tu parlerais d'une pièce que je devrais jouer Que tu pendant. aimerais vraiment ta pièce chérie, quoi. Oh là là! Ah, c'est super dur de répondre à ça. En ce moment, je dirais la chaconne, parce que c'est de Bach. C'est tellement riche, puis quitte à être là pour 2 3 ans sur une île déserte, autant avoir une pièce un peu costaud. Mais ouais, cette pièce, elle me. Ouais, allez, disons ça. Mais terminons pas. Avec ça, tu viens de faire un arrangement de la chaconne que tu as publié. Pas publié, enfin, pas édité. Non, non, Enfin, mais une vidéo. Une vidéo, ouais, c'est vrai, ouais. En si mineur, c'est ça? En mi En mineur. mi mineur. Ouais. J'ai pas écouté la vidéo. J'ai entendu que des extraits. Excuse-moi, De toute excuse-moi. façon, il n'y a qu'un extrait qui est sorti. D'accord, Ouais. d'accord. Donc voilà, c'est la chaconne de Bach en mi mineur. Est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser ou que tu aimerais. Mais non, moi je suis tes. Voilà, je Ah, suis c'est tes fini, alors c'est pour ça. questions, d'accord. T'as quelque chose à dire, c'est maintenant. Non, non, mais Non. bah, un grand merci à toi, vraiment. C'est un honneur de passer sur ta chaîne après tous les musiciens incroyables que tu as reçus. Et j'ai été super touchée de ton invitation. Donc C'est avec grand merci plaisir. Tu as beaucoup. tout à fait ta place dans le dessus des cordes. Merci beaucoup. On va remercier Orlando qui nous a ouvert la guitare aria un lundi quand c'est fermé. On va remercier Maxime qui est derrière la caméra, qui appuie sur les boutons pour que tout se passe bien et pour que nous on soit plus tranquille à faire notre interview. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir d'autres interviews et d'autres vidéos sur la guitare classique, même si en ce moment je suis un peu moins productif parce qu'il y a d'autres projets qui vont arriver que vous allez voir sur la chaîne. Voilà, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.